Bonjour et bienvenue dans cette rapide prise en main de Kanban. Donc au lancement de Kanban, vous avez certainement l'affichage d'un labo et des deux vis de fixation de votre martyr. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas encore défini des options dans le menu outils. Donc outils, options. Et il va falloir aller hop là, dans le fichier modèle. Là il est enregistré. C'est le fichier qui vous a été fourni, qui permet d'enregistrer tout un tas de paramètres. Donc vous avez dû l'enregistrer à la base de votre dossier Kanban, vous le recherchez, vous faites ouvrir, et il va s'afficher ici. Un autre critère qui est intéressant à afficher, qui est le niveau de diagnostic. À défaut, il est sur 0, c'est-à-dire qu'il n'affiche pas grand-chose. Et à 4, il va vous donner toutes les informations nécessaires sur sur Kanban, dans les temps d'usinage et ainsi de suite. Donc c'est pas mal de le mettre dans la fenêtre de dialogue en bas de votre écran. Il affichera tout un tas de paramètres, c'est intéressant à voir. Tous les autres paramètres, vous pouvez vous amuser à les bricoler. Voilà, donc on se retrouve ici avec un ensemble de calques. Ici, le plateau de bridage. En fait, cette zone-là est une zone sur laquelle il ne va pas falloir usiner, sinon on va taper dans les vis et ça va casser la fraise. Et vous avez à défaut des calques surfaçage et plaquettes et surfaçage complet qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. Le surfaçage plaquette, on peut jeter un rapide aperçu. Ça vous ajoute une surface de plaquette qui est en profondeur 5 mm, qui va de 5 mm 5 à 10 mm. Donc si vous avez collé un morceau d'acétate à cet endroit-là, ou si votre plaque fait 10 mm, vous pourrez surfacer les plaquettes en direct. Voilà, on voit l'épure des plaquettes avec la zone de surfaçage. Ça peut être intéressant de les surfacer en même temps ou de les faire après, ça c'est chacun fait comme il veut. Voilà. Au niveau des manipulations dans Kanban, vous m'avez vu manipuler la vue en relief. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt et de cliquer glisser avec la souris. Ça permet de voir en relief. Et si vous appuyez Alt et double-cliquez, vous revenez automatiquement sur la vue initiale qui est la vue frontale. On travaille sur la vue frontale sur le plan de référence X, Y. Vous pouvez voir d'autres plans de référence. Par exemple, le plan YZ, c'est la vue de côté. Et le plan XZ, c'est la vue de derrière. Voilà. XY, en règle générale, est bien suffisant. Donc, dans ces différents calques, je vais les refermer, on va travailler dans notre calque de travail, et je vais coller la forme en DXF que j'avais intégrée au préalable. Donc là, ça tombe bien, je suis bien centré. Si vous avez un problème de zoom, vous pouvez le moduler avec votre souris. Et si vous n'êtes pas bien centré, vous pouvez vous déplacer avec les flèches du clavier. Si vous voulez déplacer votre monture ou un élément, c'est-à-dire que là, je sélectionne ma monture en totalité, ou là, j'aurai deux éléments complets, c'est-à-dire qu'il ne sélectionne que les éléments complets. Vous appuyez sur la touche Shift, vous cliquez sur l'élément sélectionné et vous le déplacez. Bon, là, il n'y a pas d'intérêt de faire ça, mais quelquefois, c'est bien pratique de pouvoir le faire. Voilà. Donc, notre monture est définie dans notre calque de travail. Là, les épures qu'on a exportées en DXF, qu'il appelle spline, c'est des courbes. Ces courbes, on va les convertir en opérations simples d'usinage. Donc, les opérations d'usinage qui existent sont le contour, c'est-à-dire une découpe que je vais utiliser pour découper ma monture. Les poches, qui sont des éléments de surfaçage. Par exemple, je vais faire un surfaçage sur une profondeur de 1 mm au niveau de mes éléments de charnière pour pouvoir intégrer ma plaquette ma charnière à rifter. J'ai une module gravure. J'ai un deuxième module gravure qui est ici, qui s'appelle VGrave, qui est plus pratique, que vous avez certainement téléchargé sur notre site. Et vous avez le profilage 3D qui sera utilisé pour faire des surfaces en 3D, des volumes en 3D, ainsi de suite. Par exemple pour faire des plaquettes. Et on a l'opération de perçage qui va nécessiter là de changer de fraise pour percer nos éléments de rivet par exemple ou d'autres choses. Là je ne les ai pas définis, parce que je vois pas l'intérêt puisque c'est assez facile de positionner ma charnière et de percer dedans. Et ce module-là, qui est un module d'import de G-code, c'est-à-dire de programme tout fait, où là-dedans on peut injecter de gros blocs d'usinage. Cette fonction-là va pas être utilisée en lunetterie ou très très rarement. Voilà. Donc là on va commencer par définir
quels éléments on va vouloir découper. Donc je vais vouloir découper mon œil droit pour commencer. J'appuie sur contour et je me rends compte qu'il m'a créé un groupe d'usinage avec mon premier contour. Je vais l'appeler œil droit. Je vais créer une deuxième découpe pour mon œil gauche qui va être un contour également. Je vais l'appeler œil gauche. Il m'indique sur l'œil droit comme sur l'œil gauche qu'il va découper par l'intérieur. C'est-à-dire que ma fraise ayant un diamètre, il va se cantonner à rester à l'intérieur de ma forme pour découper, ce qui fait qu'il ne va pas venir élargir le dessin que j'ai défini. Si j'avais demandé par l'extérieur, il viendrait le couper par là. C'est pas du tout ce qu'on veut. Par contre, quand je vais demander la découpe, donc via l'élément contour, de ma forme de monture, ma forme extérieure de lunette, il va falloir la découper via l'extérieur. Parce que si je la coupe avec ma fraise de diamètre par l'intérieur, je vais retrouver qu'une monture beaucoup trop petite. Donc là, je demande via l'extérieur et je l'appelle extérieur monture. Voilà. C'est une forme entière. Si vous avez fabriqué votre lunette, dessiné votre lunette par copier-coller, n'oubliez pas de joindre la forme droite et la forme gauche de manière à ce que ce ne soit qu'une seule forme. Si j'ai deux demi-formes, c'est pas possible à couper puisque là il va faire le tour de l'extérieur et après il va venir refaire le tour par l'intérieur, donc ça va nous faire un énorme bug. Voilà, donc là j'ai défini l'œil droit, l'œil gauche et mon extérieur et j'aimerais bien qu'il me fasse une toute petite empreinte pour poser mes charnières. Donc je vais demander une poche, c'est-à-dire un surfaçage pour la charnière droite et une poche pour la charnière gauche. Donc ces deux poches je vais les sélectionner en même temps, je vais les appeler charnières. On n'est pas obligé de nommer les calques d'usinage, mais ça permet de mieux s'y retrouver ensuite. Voilà. On se rend compte que ces calques, ils ont un certain ordre, c'est-à-dire que ce sera l'ordre dans lequel on va les usiner. Je trouve plus judicieux de commencer d'usiner la charnière droite, ensuite l'œil droit, ensuite l'œil gauche, et ensuite la charnière gauche, et finir par l'extérieur de la monture. Ça évite que notre fraise se balade dans tous les sens et qu'on perde du temps inutile dans les usinages. Donc ça, vous pouvez les moduler à tout moment, ça permet d'affiner un petit peu la qualité de votre programme. Donc là, toutes les opérations d'usinage de ma monture sont définies. On se rend compte qu'il nous a mis tout un tas de paramètres ici. Tous ne sont pas utilisés pour ce qu'on a à faire. Vous apprendrez à les découvrir petit à petit via la notice complète de Kanban et de Mach 3. Donc je vais sélectionner mes ensembles d'opérations d'usinage, puisque c'est des usinages, on va usiner de toute manière toute la même fraise avec les mêmes opérations, et on va les remplir, toutes les conditions. Donc là on va le faire à la main, et après c'est intéressant de définir ce qui s'appelle une bibliothèque de style d'usinage, par exemple ici quand je usine en millimètres, et par exemple je définis mes acétates quand je vais faire de l'ébauche, quand je vais faire de la finition, quand je vais graver, quand je vais surfacer, ce qui fait que ça évite de remettre à chaque fois tous les paramètres. On va le faire manuellement. Le travail par bibliothèque, ça viendra un tout petit peu plus tard. Voilà, donc je resélectionne mes éléments d'usinage et on va commencer. Donc, choix de l'outil. On va lui dire, j'utilise mon outil numéro 4, qui est une fraise de diamètre 2. Donc le diamètre est là, c'est une fraise cylindrique, c'est-à-dire qu'elle est droite. J'ai plusieurs types de fraises à graver, des fraises à boules, on peut même définir une fraise à drageoir, qui est ce qui va venir très bientôt dans la prochaine mise à jour. Voilà, et on valide que c'est bien une fraise de diamètre 2. Donc là, on a la même fraise pour tous les outils, pour toutes les opérations d'usinage. Si je voulais des fraises différentes, c'est intéressant à ce moment-là de regrouper les mêmes opérations qui ont la même fraise, pour éviter de changer d'outil en permanence. Changement d'outil, on verra ça sur un tuto un petit peu spécifique. Voilà. 90% des usinages se font avec la même fraise, il n'y a pas d'intérêt de changer d'outil en permanence. Donc, on était sur les diamètres d'outils, donc ça c'est défini. Contrôle de la broche, ça sert à rien de le renseigner, parce que la broche est contrôlée manuellement via le potentiomètre qui est sur le pupitre de commande de la CNC. Contrôle des avances, c'est-à-dire c'est les vitesses de déplacement. La vitesse d'avance en plongée, elle est beaucoup plus lente que la vitesse d'avance sur le plan XY. En plongée, en fait, si on est rapide, on risque d'avoir une petite perte de données, de cotes, du fait de l'inertie de la fraise en descente. Donc, une vitesse entre 350 et 650, c'est pas mal. Ça ne fait pas perdre beaucoup de temps. Et par contre, sur le plan XY, qui est la vitesse de découpe finalement, vous pouvez vous mettre entre 950 et 1400. 1200, c'est une bonne moyenne. Voilà.
la vitesse en plongée, quand je fais les surfaçages, donc en profilage 3D, je la fais tendre vers 1000 mm par minute, de sorte que la fraise se déplace dans tous les axes à peu près à la même vitesse et puis qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Contrôle les déplacements latéraux, dans l'immédiat, on ne va rien mettre. Ça fera l'objet d'autres tutos, c'est un petit peu plus complexe, pour des opérations d'ébauche par exemple. Donc le bloc le plus important, c'est celui-ci, le contrôle des profondeurs d'usinage. On va travailler sur une plaque d'acétate qui fait 6 mm. Donc ça, c'est toujours important de connaître son épaisseur de plaque, parce que la plaque va être posée sur le martyr. Le martyr, sa profondeur finale, sa cote, ça va être 0, puisqu'on a fait la mise à jour automatique avec notre palpeur. Et comme notre plaque d'acétate fait 6 mm, la surface de la pièce, c'est-à-dire le haut de la pièce, va être à 6 mm. A défaut, c'est renseigné sur 10, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et on va avoir des incréments de passe, c'est-à-dire que on ne va pas découper les 6 mm d'un coup avec la fraise, on va le faire en plusieurs fois. 6 mm, c'est beaucoup. On peut découper entre 2 et 4 mm par passe pour être confortable. Là, on va se fixer à 3, comme ça je vais le passer en 2 fois. 3 mm de passe, en 2 fois, ça va être découpé. L'incrément de dernière passe, on le renseigne rarement. C'est si je veux une dernière passe fine, beaucoup plus petite que des passes de 3. Donc je pourrais définir une dernière passe à 1 mm. Il y a peu d'intérêt dans l'acétate. Ça, c'est valable dans des matériaux comme le métal. Le plan de dégagement, ça c'est très important. Il faut toujours mettre une valeur assez élevée. C'est 30 mm, 3 cm. C'est pour éviter, quand je me déplace par exemple de là jusqu'ici par exemple, que je vienne taper sur mes vis de bridage. Donc j'ai mis une cote de 3, on pourrait être à 20, ça dépend de la hauteur de votre bridage. Mais il vaut mieux assurer le coup, passer beaucoup plus haut et être tranquille. Et la profondeur finale, donc comme on est sur des découpes, on va mettre 0, c'est-à-dire que notre fraise va venir usiner jusqu'à fleur de notre martyr d'usinage pour découper complètement la plaque d'acétate. Voilà. Ça c'est pour les paramètres principaux. Donc là en toute logique on a tout défini, sauf que mes éléments de charnière, donc je vais les sélectionner. Je ne veux pas une profondeur finale à 0, sinon je risque de faire un trou complet à l'intérieur, donc c'est pas intéressant. Là je vais demander une profondeur finale de 5. Ce qui veut dire qu'en commençant de 6 mm et en finissant à 5, j'aurais fait juste un surfaçage sur une hauteur de 1 mm qui va être suffisant pour ma profondeur de charnière. On pourrait, en étant exigeant, la mettre à 4 mm 9, puisqu'on sait qu'on perd 1/10 en gros sur le ponçage-polissage. Donc, ce qui fait que notre charnière sera vraiment pile à fleur de l'acétate poli. Voilà, ça c'est pour l'essentiel. Donc, on vérifie bien qu'on a défini notre extérieur monture en extérieur, ça c'est tout bon. Et là, on va pouvoir lancer la génération du parcours d'outils. Donc, outil usinage, générer le parcours d'outils. On va regarder ce que ça donne. Donc, on se rend compte que les yeux, ils viennent nous les surfacer, les découper par l'intérieur. Le contour de la monture, il nous le fait par l'extérieur. Et les poches d'usinage sont ici. Via la vue en 3D, on peut voir nos différentes passes. Donc là, on se rend compte qu'il y a une première passe pour l'œil et une deuxième qui sera la profondeur finale. Pour nos poches de charnière, il y a une passe qui sera beaucoup plus en relief. Par exemple, si je demande la vue de côté, on voit bien nos passes pour les poches. La première passe de profondeur et la deuxième passe qui est ici pour le découpage final. Voilà, c'est important de bien regarder ce qui se passe parce que des fois on a des surprises, on a oublié de mettre les profondeurs de poche, on se retrouve avec un trou dans la monture. Donc là, a priori, tout est bien, si ce n'est que notre monture risque de bouger. Je m'explique. Quand on va découper le calibre droit, il est tenu par la vis ici et par le labor entier qui va être tenu par les pattes de fixation. Donc pas de souci. L'œil gauche, pas de souci. Les poches, pas de souci, parce qu'on va les faire sur quelque chose qui ne bouge pas. Par contre, quand on va faire à l'extérieur, à la fin de notre contour d'extérieur, la monture va être nue, puisqu'elle n'est tenue par plus rien du tout. Donc ça, c'est un gros problème. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on la tient à la main, ce qui est très dangereux, et puis qui demande un petit peu de pratique. Soit on définit une profondeur d'usinage de l'extérieur un petit peu moins profonde. Par exemple, on met une profondeur d'usinage à 0,30, ce que je fais en général, ce qui fait que notre monture sera tenue par un petit filet d'acétate tout au fond, qu'on viendra découper sur tout le pourtour avec une lame de rasoir et qu'on ébavurera au grattoir. Ça, c'est la technique que j'utilise, qui nous donne un état de surface qui est nickel. Il y a une technique un petit peu plus facile, qui est d'insérer des points d'attache. Donc je sélectionne mon extérieur de monture, et je vais lui demander, dans la gestion des attaches, là pour l'instant on était marqué à aucun, à défaut,
juste pour l'extérieur, je vais demander la méthode automatique de point d'attache. Donc ce sera des points d'attache de largeur 3, hauteur 3. On peut les faire jusqu'à 2, 2. Et ils ont une forme à défaut qui est triangulaire, qui est la plus facile à couper au cutter. On pourrait demander une forme carrée qui les tient un petit peu mieux, ou une forme sautée, c'est-à-dire que l'usinage se fait... comment dire? Les points d'attache n'ont pas de forme, ça sera sur la totalité de la hauteur du labo. Je conseille sincèrement le triangle. Et donc, quand je vais générer le parcours dessus, on va tout de suite comprendre ce qui se passe. Donc il y a un nombre maximum de points d'attache de 6, on peut le moduler hein, comme on veut. Ils vont se placer uniformément sur tout le contour extérieur. Donc le calcul est puis un petit peu plus compliqué. Et voilà, ça nous a créé 6 points d'attache. On va voir la tête qu'ils ont. Voilà, donc on voit bien qu'ils sont triangulaires à hauteur 3 mm. Le problème, c'est que notre fraise va venir ici, sur la dernière passe, monter, avancer, descendre. Ça peut générer des petites vibrations au niveau de l'état de surface. Il faut les couper ensuite au cutter, les limer, ainsi de suite. Alors que moi, si je laisse une petite épaisseur, un petit film d'acétate de 0,3, ne serait-ce que par le ponçage, tout disparaît, ça se voit pas. Donc là, chacun voit midi à sa porte. La méthode courante utilisée par beaucoup de lunetiers artisanaux, c'est celle-là. Après, c'est vous qui décidez, vous ferez vos essais, vous regarderez ce que ça donne. Donc, au niveau des options d'affichage, on peut s'amuser à afficher la largeur de coupe. Comme ça, on voit bien où passe la fraise, et on voit bien que nos poches ici sont remplies totalement. Tout est prêt. On peut créer notre fichier G-code, c'est-à-dire que de notre paramétrage, on enregistre un fichier en .nc qui va être lisible par Mac 3 qui va lancer toutes les opérations de découpe. Donc j'insiste bien sur le fait du paramétrage de mes critères d'usinage ici. Là on a un format manuel, c'est fastidieux. Faites-vous la main comme ça. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous visionnerez le tuto sur l'utilisation d'une bibliothèque de style d'usinage. Donc là, vous pouvez moduler vous-même, télécharger, ainsi de suite. Voilà. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit via ma chaîne YouTube, soit on fixe un rendez-vous téléphonique et on fera toute la prise en main ensemble. À très bientôt.